préambule, je veux préciser une chose, c'est que tout ce que je vais expliquer sera exacerbé pour, on va dire, une typologie de pièces qui sont les pièces sous les combles, donc sous les rampants, les combles aménagés. Alors pourquoi on a plus de problèmes dans les combles aménagés finalement que dans les pièces classiques, rez-de-chaussée, R+1 et tout ça? Pour faire très simple, là on s'intéresse encore une fois qu'à la problématique d'été. Quand on regarde une pièce classique, donc rez-de-chaussée, R+1, etc., grosso modo, on a un volume qui est assez grand, généralement. Voilà, on a 2,50 m de hauteur sous plafond, voire un peu plus, etc. Et on a peu de surfaces qui sont directement exposées au soleil en été, parce qu'en été, le soleil est très haut. Donc, ce qui fait que c'est principalement la toiture qui va être confrontée à une surchauffe et non pas les murs qui, dans l'absolu, peuvent être protégés d'ailleurs par les débords de toit. Alors que le comble, c'est l'inverse. Le comble, c'est souvent un petit volume, alors, sauf si on a des combes mansardés ou des choses comme ça. Mais sinon, en bas de pente, c'est rare qu'on ait 2,50 m. On a des fois moins, on fait des placards en bas de pente quand il y a vraiment très peu de hauteur. Et au fêtage, bah, ça monte jamais très très haut. Ce qui veut dire qu'on a finalement des pièces de vie, des chambres, des bureaux, etc., mais qui ont des volumes beaucoup plus petits que s'ils étaient ailleurs. Et surtout que en été, ils sont directement, je simplifiais, en contact du soleil. Donc c'est pour ça que les combles ont tendance à plus surchauffer que les autres pièces, simplement parce qu'ils ont un plus petit volume et ils ont plus de surface en contact direct avec le soleil. Et on verra que le soleil, bah, c'est un peu notre ennemi quand on s'intéresse au confort d'été. Donc voilà, ça c'était préambule. Donc tout ce que je vais dire, eh ben, c'est encore pire quand on s'intéresse au comble. Voilà, pour faire simple. Alors, avant aussi d'attaquer vraiment la problématique spécifique du confort d'été, c'est important de revenir sur ce qui agit sur le confort. Parce que si on ne comprend pas ce qui agit sur le confort, évidemment, on ne peut pas parler de confort. Alors déjà, on dit souvent la bonne température. Tiens, quelle température il fait chez toi? Comme si il y avait une température qui était bonne. Alors qu'il y a des températures réglementaires, par exemple, sur certains labels, ce n'est pas la même température que dans notre RT, etc. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut voir, c'est que généralement, on ne parle pas de la bonne température, mais des bonnes températures. Il existe un diagramme, on appelle ça le diagramme de Bragger, ça ressemble à peu près à ça, qui va en fait nous déterminer une zone. Donc, la zone, c'est celle qui est entre les deux courbes là. Et cette zone, c'est une zone où on considère que les températures sont confortables. Et vous voyez qu'en fait, ces températures, elles dépendent de deux choses. Elles dépendent de la température extérieure et de la température intérieure. Parce qu'effectivement, si je vous dis qu'il fait 17 degrés de quelque part, vous allez me dire 17 degrés, c'est super froid. Et s'il fait -20 dehors, bah, à 17 degrés, c'est tout à fait confortable. À l'inverse, si je vous dis qu'il fait 26, vous allez dire 26, ah non, pour moi, c'est vraiment très chaud. Sauf que si à l'extérieur, il fait 40, 26, c'est confortable. Donc, vous aurez compris que le confort, ce n'est pas une température, mais c'est plein de bonnes températures qui dépendent de plusieurs facteurs, dont la température extérieure. Quand on s'intéresse un peu à des groupes de personnes, il faut savoir qu'il existe un truc qu'on appelle le 5% de PPD. C'est un acronyme en anglais qui, en gros, pour faire simple, quand vous réunissez un grand nombre de personnes et que vous leur demandez de se mettre d'accord sur un sujet, comme par exemple la température confortable, il y aura à peu près toujours 5% de personnes qui ne seront pas d'accord, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de consensus. Donc, pour faire simple, plus vous êtes nombreux, moins il y a de chances que vous ayez une température qui aille à tout le monde, parce que, comme je vous dis, il y a toujours 5% d'insatisfaits. Et du coup, bah, quand vous êtes deux, 5%, ça correspond à un orteil. Mais quand vous êtes très nombreux, bah, du coup, c'est plus compliqué d'avoir le consensus. Bref, donc vous aurez compris, il n'y a pas une température confortable, mais des températures confortables. Et ensuite, il y a un autre facteur qui est très important de comprendre, c'est que le confort thermique va dépendre de plein de facteurs qui nous entourent. Ces facteurs, souvent, on les dénombre au nombre de 6, en l'occurrence, et il y en a certains qu'on peut gérer dans le bâtiment et d'autres qu'on ne peut pas gérer. Alors, ces facteurs, vous les voyez, hein, il y a la température des parois, la température de l'air. Souvent, c'est la seule qu'on regarde, hein. On va parler quelle température il fait et on va nous donner la température de l'air. Mais ce n'est pas suffisant parce que donc température des parois, température de l'air et la vitesse de l'air. Effectivement, hein, quand vous mettez un brasseur d'air ou un ventilateur, ça augmente la vitesse de l'air, ça vous donne une sensation de confort alors que la température est la même. Donc, on voit bien que la vitesse de l'air va agir là-dessus. Pour ceux qui font un peu de randonnée ou du ski, vous savez très bien qu'il peut y avoir une température qui ne varie pas, mais si le vent se lève, vous avez une sensation qui est complètement différente. Et l'humidité aussi, hein, plus il y a d'humidité, moins les températures vont paraître confortables. Il y a aussi l'habillement et le métabolisme, évidemment. L'habillement, bah, vous l'aurez compris, le métabolisme, c'est ce que vous êtes en train de faire. Typiquement, si vous faites une extension chez vous dans une pièce et qu'on va essayer de faire en sorte que cette pièce soit confortable, bah, suivant, par exemple, c'est un home gym,
suivant si vous allez faire des choses plutôt de la méditation en pleine conscience, ou à l'inverse, si vous faites un sparring de boxe taille, eh ben, ça doit être du sport dans les deux cas. Vous n'avez pas besoin de mêmes températures pour que ça soit confortable. Ça dépend de votre activité, ce qu'on appelle le métabolisme. Et comme je disais, tous ces facteurs ne peuvent pas être gérés par l'acte de construction. Parce que, voilà, on peut agir sur la température des parois en isolant, on peut agir sur la température de l'air en chauffant, on peut agir sur la vitesse de l'air avec la ventilation et l'étanchéité à l'air, et on peut agir sur l'humidité, de nouveau avec la ventilation et le choix des matériaux. Mais on ne peut pas agir sur le métabolisme et l'habillement. Donc, de toute façon, il y aura toujours ces deux éléments qui vont jouer en notre faveur ou notre défaveur. Alors, pourquoi en été, on n'a pas les mêmes problématiques qu'en hiver? Parce qu'on pourrait se dire, dans les deux cas, c'est des transferts de chaleur. Et pourquoi, des fois, on dit qu'il y a des isolants qui fonctionnent bien en hiver, mais qui ne fonctionnent pas en été? Alors que les transferts de chaleur, la résistance thermique, dans un sens ou dans l'autre, c'est de la résistance thermique. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. C'est pas lié forcément à la nature intrinsèque des matériaux. Vous allez voir que c'est plus simple que ça, en fait, hein. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est comment un bâtiment il perd de l'énergie. Un bâtiment, vous voulez le maintenir à une certaine température et en hiver, il perd de l'énergie. Il perd de l'énergie par les parois, ok, donc les murs, la toiture, le sol, les menuiseries, les ponts thermiques. Ok. Il perd de l'énergie aussi par les fuites d'air, donc ça c'est l'étanchéité à l'air, et il perd de l'énergie par la ventilation. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues dans d'autres webinaires, mais qui sont importantes à comprendre. Un bâtiment, il perd de l'énergie par tous ces éléments-là. Donc des pertes conductives par les parois, donc sol, mur, toiture, menuiserie, pont thermique, et des fuites sur l'air, enfin et des pertes sur l'air avec les fuites d'air et la ventilation. Mais du coup, si on perd que de l'énergie, notre bâtiment, au bout d'un moment, il fait froid. Donc, il faut amener de l'énergie. Et maintenant, comment un bâtiment, il amène de l'énergie? Comment il compense ses pertes? Ben, il y a plusieurs façons. Premièrement, il va avoir les apports solaires. Alors attention, là, j'ai mis des petits apports solaires. Si vous avez un bâtiment bioclimatique et qui plus est un bâtiment passif et bioclimatique, l'immense majorité de votre chauffage, ce sera pas justement les apports solaires, hein. Là, j'ai mis petit parce que ça schématise plus une maison voilà, qui serait du courant des années 80, quelque chose comme ça. Ensuite, on a les apports internes. Donc, les apports internes, c'est tout ce que vous allez faire chez vous qui crée de la chaleur et qui n'a pas pour but de créer de la chaleur. Donc, vous, par exemple, mais aussi les ordinateurs, la cuisson, la machine à laver, les télés, etc. Et enfin, il y a le chauffage. Donc, vous voyez qu'on aura des apports solaires, des apports internes et le chauffage. La somme de tout ça doit être équivalent aux pertes pour qu'on ait quelque chose qui soit équilibré en termes de température. Donc, la chaleur, hein, ce qui compense les pertes, c'est des apports solaires, des apports internes et du chauffage. C'est important de comprendre ça, hein. Alors, donc en hiver, il se passe quoi? Bah, vous avez des pertes thermiques, ok, et en face, vous avez des apports. Donc, perte contre apport égale confort. Et c'est là où arrive la problématique du confort d'été. Parce qu'en confort d'été, ce qui va se passer, c'est que vous avez des gains. La réalité, c'est qu'en été, c'est la chaleur qui cherche à rentrer. Donc, vous avez de la chaleur qui va chercher à rentrer par les parois, hein. Tout à l'heure, elle cherche à sortir, elle cherche à rentrer. Vous allez avoir de la chaleur qui va rentrer par les fuites d'air et vous allez avoir de la chaleur qui va rentrer par la ventilation. Donc, ça veut dire que vous avez des gains. Et en face, vous avez toujours des apports. Alors, vous remarquez que là, dans les apports, j'ai fait disparaître le chauffage, hein, parce qu'on ne chauffe pas en été. Par contre, vous avez toujours des apports solaires, et encore, ils sont même bien plus importants en été. Et vous avez donc les apports internes qui existent toujours aussi. Vous êtes toujours dans le bâtiment, vous êtes toujours en train d'utiliser votre ordinateur, vous êtes toujours en train de faire tourner votre machine à laver. Donc, ce qui veut dire qu'en été, vous avez des gains plus des apports. Et c'est pour ça que ça a créé de l'inconfort. Parce qu'il n'y a pas un truc qui vient compenser un autre. En fait, ils viennent se cumuler. Et vu qu'en hiver, on a une stratégie, on essaye d'avoir le maximum d'apports, c'est gratuit, hein, c'est ce qui nous permet de diminuer notre chauffage, et ben en été, c'est l'inverse. Donc c'est pour ça que en hiver, on combat que instance, pour ainsi dire, hein. La chaleur cherche à sortir et tout le reste, soit c'est fait dedans, soit ça arrive de l'extérieur et on cherche à le garder. Alors qu'en été, on crée de la chaleur à l'intérieur et toute la chaleur essaye de rentrer. Donc on voit qu'en fait, c'est pas tout à fait la même problématique. Et c'est pour ça que c'est pour ainsi dire, presque un peu plus compliqué en été qu'en hiver. Donc en hiver, la conception d'un bâtiment doit permettre de compenser les pertes tout en maximisant les apports et les gains. Voilà. Et alors qu'en été, il faut minimiser les apports et minimiser les gains. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est différent encore une fois. Alors maintenant, comment garantir le confort d'été sans clim? C'est un peu l'objet hein, de ce webinaire. Alors, j'ai classé plein d'éléments et je les ai à peu près classés dans un ordre d'importance logique
meilleur rapport coût-efficacité et facilité de mise en œuvre. Ce qui veut dire que je ne les ai pas classés dans l'ordre vraiment prioritaire, c'est-à-dire le truc le plus important. Je les ai classés de façon multifactorielle. Par exemple, j'ai commencé par les choses qui sont totalement évidentes, les choses auxquelles il faut penser immédiatement. Vous allez voir qu'il y en a certains, c'est presque rigolo. Donc, c'est-à-dire que c'est à la fois les plus importants, mais en même temps aussi les plus évidents, ceux sur lesquels on peut agir plus facilement, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a bien un ordre logique, mais ce n'est pas un ordre strictement d'importance. Voilà. Donc, c'est parti, on va commencer. On va voir, il y a à peu près 6-7 points sur lesquels vous pouvez agir. Ah, le premier point, bah, on en a parlé tout à l'heure, c'est avant toute chose, il y a l'histoire de l'habillement et du métabolisme. Donc, ça veut dire que ça, de toute façon, tout le reste, on peut agir dessus, mais ça, on ne peut pas agir dessus. Donc, ça veut dire que de toute façon, à un moment donné, il va falloir s'habiller de circonstances et pratiquer la bonne activité au bon endroit, au bon moment. Petite image d'illustration du décalage, voilà, qu'il peut y avoir, où là, par exemple, l'activité, elle est pratiquée au bon moment, mais pas avec les bons habits. Eh ben, c'est pareil dans votre maison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être décaler certaines choses que vous faisiez dedans, les faire dehors, et potentiellement aussi penser à s'habiller différemment. Donc, premier point, le plus évident, il faut s'habiller de circonstances. Vous aurez compris. Et ça, on ne peut pas agir sur la règle de construire. C'est pour ça que je commence par ça, c'est plus évident. Ensuite, deuxième truc, c'est que vu qu'on a déjà la chaleur qui cherche à rentrer par les murs, par la ventilation, etc., il va falloir limiter les apports. Parce que les apports, c'est des choses qu'on ne veut pas, qu'on cherche à avoir en hiver, mais qu'on ne cherche pas à avoir en été. Alors, premièrement, c'est couper le chauffage. Alors, je vous ai dit, je commence par des évidences, hein. Bien s'habiller, couper le chauffage. Mais j'insiste quand même là-dessus parce que c'est des éléments, on peut passer à travers des fois. Alors, pas ne pas couper le chauffage, encore que vous êtes déjà tous intervenus, vous vivez dans des bâtiments, souvent des bâtiments collectifs ou des bâtiments tertiaires, où on a des systèmes de chauffage qui fonctionnent par exemple avec une simple loi d'eau. En gros, quand il fait froid dehors, on chauffe beaucoup, et voilà, quand il fait chaud, on chauffe moins. Et des fois, ça tire dans le temps. Et vu que l'été est de plus en plus précoce, ça peut arriver à une époque où on a encore du chauffage, alors qu'on est déjà en simili-été. C'est l'été indien, mais à l'inverse, hein, l'été un peu précoce, hein. Donc évidemment, il faut couper le chauffage. C'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler. Je vous ai dit, je commence par les trucs simples, hein. Ensuite, c'est minimiser les apports solaires. Alors ça, c'est fondamental. Voilà. S'il y a vraiment un truc qui coûte zéro, on va dire, et qui est fondamental, c'est les apports solaires. Vous allez voir que les apports solaires sont gigantesques en termes de puissance. Il y a des petits appareils, je n'ai pas pu le montrer, mais il est par là. Voilà, on a des petits appareils comme cela qui nous permettent de mesurer le rayonnement solaire. Voilà. C'est ce genre de truc, hein. Voilà, c'est une petite cellule, vous mettez ça au soleil, hop là, et avec un petit appareil, là, vous regardez la puissance. Vous pouvez voir que, alors ça nous permet de voir justement les apports solaires qu'on a sur une paroi, ou vérifier la puissance de soleil qui arrive par exemple sur un panneau photovoltaïque, et on essaie d'en déduire la puissance que nous donne le panneau photovoltaïque, voir si on est à peu près cohérent. Il faut savoir que la puissance du rayonnement solaire, ça peut être des milliers de watts au mètre carré. C'est-à-dire pouvoir 1500 watts au mètre carré, sans problème, de rayonnement solaire. Donc, évidemment, si vous laissez rentrer ce rayonnement solaire, eh ben, c'est du chauffage. Donc, il faut supprimer et minimiser les apports solaires. Pour ça, c'est simple, il faut empêcher le soleil de rentrer, évidemment. Alors, il y a plein de solutions. La solution très, on va dire, méditerranéenne française, c'est les volets. Alors, les volets, ça peut être des jalousies, des volets battants, des volets coulissants, des volets roulants, des brises-soleil orientables, etc., des persiennes, des volets marseillais, etc. Bon, il y a plein de types de volets différents. Et quoi qu'il en soit, ils ont une raison d'être. D'ailleurs, je précisais quelque chose qui est assez méditerranéen et français. C'est le cas. Si vous allez dans des pays, par exemple, scandinaves ou des pays germaniques, ou même des pays de l'Est, vous remarquez que très souvent, ils n'ont pas de volets. D'ailleurs, aussi les pays anglo-saxons, vous allez, toutes les sierres américaines qui nous inondent au quotidien, vous remarquez qu'ils n'ont jamais de volets, ils ne ferment jamais les volets. Et dans plein d'autres pays, ils n'en ont pas. C'est vraiment quand on est plus dans le sud qu'on aura des volets. Et ça vient sûrement de là. Alors, je n'ai jamais fait d'études spécifiques sur cet outil architectural qui est le volet, mais force est de constater qu'encore une fois, pays scandinaves, pays germaniques, pays de l'Est, pays anglo-saxons, nord-américains assez froids et tout ça, vous n'avez pas de volets sur les maisons, alors que c'est très culturel, encore une fois, bassin méditerranéen et en France. Donc le volet, meilleur outil pour se protéger de la surchauffe.
Alors, certains permettent de laisser rentrer de la lumière, d'autres non. Certains permettent de ventiler, d'autres non. Évidemment, il y a plein de technologies, mais déjà à la base, le volet. Ensuite, il y a tout ce qui va être donc les pergolas, tous les appentis à l'extérieur, tout ce qui va pouvoir permettre de faire de l'ombre, mais dans ce cas-là, sur un plan qui n'est plus vertical, mais sur un plan qui est horizontal. Donc, on a évidemment ce qui va être on va dire, en éléments nouveaux créés, mais on peut utiliser pour ça la végétation qui, historiquement, que ce soit les glycines qu'on faisait pousser sur des fils tendus dans le sud de la France, l'arbre avec des feuilles caduques qui tombent en hiver pour laisser, enfin l'arbre qu'on avait donc au sud de la maison, un gros tilleul ou quelque chose comme ça, qui nous permettait des stolpereurs, des platanes, des chênes ou ce que vous voulez, qui nous permettait d'avoir un très bel ombrage en été pour protéger la maison de la surchauffe et à l'inverse, d'avoir pas de feuilles en hiver pour nous permettre d'avoir des apports solaires, la base du bioclimatisme. Hein. Voilà. Donc la végétation, voilà. Et attention, donc on a dit hein, empêcher la chaleur de rentrer. Un point qui est fondamental concernant la suppression des apports solaires, une occultation, c'est à l'extérieur. Voilà. Alors ça, c'est fondamental. Vous pouvez acheter des rideaux occultants, des screens, des fois c'est le terme qu'on utilise, hein, des screens intérieurs qui vous permettent d'occulter, donc de faire de la pénombre. Dans certains cas, ça vous dit que ça arrête une partie de la chaleur. Alors c'est simple, hein. Si l'occultation elle est à l'intérieur, la chaleur elle est déjà à l'intérieur aussi. Et à partir du moment où le rayonnement solaire a traversé le vitrage, il est dans votre bâtiment. Donc de toute façon, vous avez de la chaleur. Alors, vous la voyez moins, parce que vous êtes plus dans la pénombre, mais il y a de la chaleur. Dans certains cas, d'ailleurs, si vous mettez les occultations vraiment très près des menuiseries, avec des menuiseries d'assez bonne qualité, ça peut même faire un choc thermique qui fait que vous pouvez avoir les menuiseries qui peuvent se fendre un petit peu, enfin le vitrage qui se fond un petit peu. Donc, une occultation, ça se met à l'extérieur. Voilà, ça c'est fondamental. D'ailleurs, alors, je pourrais rentrer dans des textes très précis, mais dans le cas d'une rénovation, il existe des obligations réglementaires. On appelle ça la réglementation thermique de l'existant élément par élément. C'est pas moi qui l'invente. C'est un texte réglementaire qui est assez ancien. Il date de 2007. Il a été révisé en 2017, mais enfin pour en entrer en vigueur en 2018. Mais c'est un texte qui date de 2007. Et pourquoi je vous cite ce texte? Parce que par exemple, il y a un article dedans qui nous dit qu'en cas de changement ou d'installation de fenêtre de toit, il y a une obligation d'installation d'une occultation extérieure. Alors, c'est pas dit exactement comme ça, c'est un peu plus technique. Il y a une histoire de facteur solaire inférieur à 0,15, mais sans vous noyer sous des trucs très compliqués. Dans le texte, il est bien marqué que toutes les occultations mobiles extérieures, donc un volet roulant extérieur pour une fenêtre de toit, sont réputées répondre à l'obligation. Donc, en gros, depuis 2007, à partir du moment où vous changez, où vous installez une fenêtre de toit, c'est obligatoire de mettre un volet roulant extérieur. Alors, c'est quasiment jamais fait. Enfin, je veux dire, c'est jamais fait parce que c'est obligatoire. Les gens le font parce qu'ils veulent le faire. Mais c'est une obligation. Donc, un charpentier, même un particulier qui intervenait sur son bâtiment et qui installerait une fenêtre de toit et qui ne mettrait pas de volet roulant extérieur, il est hors la loi depuis 2007. Ça va faire 20 ans. Je vous encourage à aller voir le texte réglementaire. Vous trouvez ça sur le site RTRE bâtiment.fr. C'est le site officiel de la réglementation thermique. Donc pour l'instant, on a dit faut s'habiller correctement, il faut pratiquer la bonne chose au bon endroit, il faut couper le chauffage et il faut enlever les apports solaires. Ensuite, on va essayer de minimiser les apports internes. Alors ça, pareil, on peut se dire oui, mais c'est pas grand-chose à faire. Alors si, il y a pas mal de choses à faire. Et encore une fois, l'exploration un peu historique, architecturale et sociologique du bâtiment en France va nous donner plein d'exemples qui finalement vont être assez parlants pour vous. Premièrement, la cuisson. Alors, vous allez me dire, oui, où est-ce qu'il veut nous amener? Eh bien, les cuisines d'été. Dans le sud de la France, il y a traditionnellement la cuisine d'été, c'est cette petite cuisine qui est à l'extérieur. Et alors, certes, c'est plus sympa hein, de faire griller le barbecue à l'extérieur, une petite bière et tout ça. Hein, c'est fort sympathique. On peut se dire que c'est pour le côté convivial, mais pas que. Pas que. C'est pas que le côté convivial. C'est un côté purement thermique qui consiste à dire que la cuisson, c'est quelque chose qui est extrêmement générateur de chaleur. Et la totalité de la chaleur que vous allez générer va se retrouver à l'intérieur de votre bâtiment de toute façon. Sauf l'eau des pâtes que vous mettez dans l'évier qui, en s'évacuant, va évacuer la chaleur dehors. Mais sinon, la plupart de la chaleur que vous allez émettre, l'immense majorité, va se retrouver dans le bâtiment. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est en été, eh ben, on va essayer déjà de manger froid, salade niçoise, tomate mozza, hein, et sinon, essayer de faire la cuisine à l'extérieur. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité de faire une cuisine d'été. C'est pas ce que je dis, mais essayez d'y penser, de se dire que la cuisine, eh ben, si on peut la faire à l'extérieur, si on peut chauffer à l'extérieur, eh ben, ça évitera de créer de la surchauffe à l'intérieur. Et cette chaleur, une fois qu'elle est dedans, je vous rappelle qu'elle ne va pas sortir. Hein. En hiver, la chaleur que vous créez, elle veut sortir. Là, la chaleur que vous créez, elle reste dedans. Hein.
elle reste dedans. Elle sortira pas, de toute façon. Donc, plus vous en créez, plus vous aurez chaud. C'est d'une évidence absolue, mais voilà. Donc, premièrement, limiter les apports solaires par la cuisson. Deuxièmement, tous les appareils qui génèrent de la chaleur. Donc, il y aura les machines à laver, la vaisselle et tout ça, mais surtout le sèche-linge, par exemple, hein. Sèche-linge qui est un gros générateur de chaleur. Alors, même s'il y a une partie de la chaleur qui se retrouve dans l'eau condensée, je ne rentre pas trop dans les détails, l'idée, c'est peut-être de faire sécher à l'extérieur, en tout cas en été. Alors déjà, c'est plus écologique, c'est plus économique, hein, voilà. Et puis, il y a ce côté assez traditionnel. Vous avez déjà tous vu ces photos de fils tendus entre les maisons dans le sud de la France, et enfin le sud de l'Europe de façon générale. Là, encore une fois, il y a une explication, c'est que ça nous permet de faire sécher simplement les choses à l'extérieur et de bien les faire sécher. Donc, vous avez vu, on peut supprimer les apports, en fait, hein, si on y pense, hein. Autre type d'apport, c'est l'éclairage. Alors là, l'idée, c'est de changer de technologie, pour ainsi dire. Bon, les illustrations ne sont pas forcément faux folles, mais l'idée, c'est de se dire qu'avant, quand on avait du chauffage à incandescence, l'incandescence, c'est à peu près entre 3 et 5 de lumière. C'est-à-dire que c'est à peu près, c'est plus de 90 de chaleur. Donc, quand vous allumez une lumière par incandescence, c'est de la chaleur que vous faites. Donc, pensez à tous ces spots, pensez à toutes ces vieilles lampes que vous gardez parce que d'un point de vue écologique, vous préférez les conserver, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais d'un point de vue thermique, c'est pas bon du tout. Donc, posez-vous la question, si en été vous avez des gros problèmes de surchauffe, regardez vos luminaires aussi. Parce qu'encore une fois, si vous avez des spots qui font 50 watts incandescents, 50 watts incandescents, c'est 50 watts de chaleur, quasiment. Je vous ai dit à quelques pourcentages de lumière. C'est-à-dire que si vous avez 10 spots dans votre salon et que vous avez tout fermé, vous allumez un peu les spots comme ça, c'est 500 watts. C'est un chauffage de 500 watts qui tourne. Et 500 watts, c'est pas négligeable. Surtout, encore une fois, qu'en été, la chaleur, une fois que vous l'avez créée, elle reste dedans. Elle ne sort pas. Voilà. Donc, essayez de limiter les apports de lumière artificielle et basculer sur des technologies plus modernes qui génèrent moins de chaleur. Et système LED, hein, pour les citer, évidemment. Et ensuite, toujours pareil, toutes les activités que vous faites à l'intérieur, dites-vous que ça va générer de la chaleur. Donc tout ce qui va être média aussi, les télés, ça chauffe beaucoup. Alors moi, je n'ai pas spécialement de problème de télé, mais enfin, je dis ça parce que j'ai pas de télé. Mais pour faire simple, quand j'interviens de plus en plus en formation, avant on avait les vidéoprojecteurs, ça générait une tonne de chaleur, mais désormais on a des grandes télés et on anime devant des télés. Pour être souvent confronté à cette situation, les grandes télés, en fait, elles dégagent énormément de chaleur. Moi, je le sens bien parce que toute la journée, j'ai la chaleur qui est dans le dos. C'est comme si j'avais un radiateur dans le dos. Donc pensez-y. Donc plutôt que regarder le foot à la télé, profitez-en. Sortez quoi. Sortez, voilà. Sortez au bon moment, hein, mais essayez de sortir et faire des activités à l'extérieur, c'est toujours mieux. Donc voilà, vous avez compris, on a minimisé les apports de nouveau. Donc la cuisson, tout ce qui va, le sèche-cheveux évidemment, l'aspirateur, j'en ai pas parlé, mais tout ça sont extrêmement générateurs de chaleur. Dernier point aussi, toujours sur les apports internes, il y a un élément qui peut créer de la surchauffe. On connaît bien ce problème en maison passive, ou en maison passive, on a des bâtiments qui sont extrêmement bien isolés, bien orientés, bien conçus, etc. Donc en gros, avec les maisons passives, on n'a pas trop de problème d'apport de chaleur par les parois. Il n'y en a quasiment pas. On n'a pas de problème d'apport solaire non plus, parce que c'était vachement bien foutu. On n'a pas de problème de chauffage, etc. Vous l'aurez compris. Mais par contre, du coup, tous les apports internes vont créer beaucoup de chaleur et on veut essayer de les évacuer. Et le principal problème qu'on a, c'est par exemple les ballons d'eau chaude. Les ballons d'eau chaude dans une maison passive, ils ont tendance à nous surchauffer la maison en été, ce qui peut être un problème. Donc, par exemple, vous voyez ici un schéma, enfin, sur un dessin, une photo d'une buanderie, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir et qui vont éviter la surchauffe. Déjà, le sèche-linge, on oublie. D'accord? On a dit, on fait sécher à l'extérieur, hein, c'est mieux comme ça. Ou on fait sécher à l'intérieur, mais sur un fil. D'ailleurs, ça a un avantage, quand bien avoir eu passé un message, il y a des phénomènes d'évapotranspiration, j'en parlerai un petit peu plus tard, de changement de phase, qui font que quand vous faites sécher du linge à l'intérieur, ça a tendance à faire abaisser la température. Donc on a dit sèche-linge à l'extérieur. La machine à laver, si vous devez la faire tourner, vous allez la faire tourner la nuit. Alors c'est pas très intelligent point de vue énergie renouvelable, parce que la journée, il y a plein d'énergie renouvelable, donc on a plutôt tendance à vouloir faire tourner les machines la journée, c'est vrai, mais en été, si vraiment on est en période de très forte canicule, essayez de faire tourner ça au moment le plus froid de la journée, plus froid de la journée. C'est-à-dire au moment où vous allez pouvoir évacuer naturellement les calories. Donc, c'est-à-dire si votre machine à laver, vous la faites au moment de la nuit où il fait plus froid, toute la chaleur qui va être créée pourra être très rapidement évacuée vers l'extérieur. Donc, on modifie nos façons de faire.
Le ballon d'eau chaude. Alors, le ballon d'eau chaude, première chose que je vous recommande, c'est pas terrible, mais je vous dis attention, mais pourquoi pas, c'est de baisser la consigne. Vous pouvez baisser un peu la consigne. En gros, mettez de l'eau un peu moins chaude. Pourquoi? Bah, parce que si vous mettez de l'eau moins chaude, bah, votre ballon il est moins chaud. Je vous ai dit, hein, moi je suis le roi des évidences, hein. Et s'il est moins chaud, bah, il génère moins de chaleur. Et en été, bah, on se lave moins chaud, hein. Autant en hiver, il y a ce côté réconfortant qui fait que on va se laver un peu plus chaud bah, pour que ce soit confortable après une journée de dur labeur au froid. Autant en été, c'est plutôt l'inverse, hein. On va essayer de prendre des douches un peu plus fraîches. Donc, posez-vous la question d'abaisser la température de consigne de votre ballon. Attention, il y a des risques de légionellose. Donc, pas faire n'importe quoi. Et de temps en temps, il faut faire des cycles très chauds pour tuer éventuellement les bactéries. Donc, bon, attention, je vous le recommande, mais vous êtes seul responsable des problèmes que ça peut causer. Donc, vous avez aujourd'hui accès à toutes les informations possibles au monde, donc renseignez-vous, mais éventuellement baissez un peu la consigne. Ensuite, calorifuger les tuyaux. Ouais, parce que naturellement, vous pouvez avoir de la chaleur qui va s'évacuer par les tuyaux. C'est-à-dire qu'en fait, votre ballon, il va être tellement chaud, vous prenez moins d'eau chaude, enfin moins d'eau chaude, vous l'avez moins, enfin moins chaud en été. Et donc, ça peut faire des fois chauffer les tuyaux et vous avez de l'eau chaude qui est tout du long du tuyau. Vous avez remarqué que des fois en été, dès que vous allumez votre robinet, vous avez de l'eau chaude instantanément, alors qu'en hiver, vous n'en avez pas, tout simplement parce que en fait, les tuyaux ont tendance à chauffer tout du long. Donc ça, si le tuyau chauffe, bah, vous aurez compris, c'est des petits bouts de radiateur qui traversent votre maison. Donc vous le calorifugez. Ça, pareil, hein, en hiver, ça vous fait gagner des économies d'énergie. Et en été, ça vous fait gagner du confort. C'est vraiment un acte qui coûte rien du tout. On est à quelques euros, hein. Des petits boudins comme ça d'isolation de tuyaux, c'est vraiment quelques euros, 1, 2 euros. Et vous mettez ça autour, ça scotche. C'est très facile à faire. Vous pouvez aussi surisoler votre ballon. Encore une fois, c'est un avantage en été et en hiver. Il y a des systèmes tout prêts qui existent, hein, des espèces de, comment dire, de sacs de couchage que vous mettez dessus et vous allez scotcher tout ça. Et l'objectif, vous l'aurez compris, c'est d'éviter, encore une fois, que la chaleur se disperse dans le bâtiment. Et en hiver, perdez d'énergie pour rien. Donc ça, c'est encore une fois des petits gestes. Vous voyez, cela ne coûte pas grand-chose, hein. Changer nos habitudes, intervenir avec des coûts pas très onéreux. Les boudins là, d'isolation, ça coûte quelques euros. Un truc comme ça coûte aller une cinquantaine d'euros à tout casser et vous pouvez agir pas mal là-dessus. Bon, donc pour l'instant, on a limité les apports. Les apports solaires, occultation extérieure, ok. Le chauffage, on l'a coupé. Les apports internes, on a changé nos façons de faire et on a agi sur certains points sur lesquels on peut agir. Maintenant, on va limiter les gains. Donc, à un moment donné, la chaleur, elle cherche à rentrer. On va essayer de limiter cet apport de chaleur. Alors, premièrement, je commence par les fuites. Ce n'est pas le plus important, mais c'est des évidences. Donc, les évidences, je commence à les mettre, je les mets au départ. Alors, pour faire très simple, si vous avez des fuites et qu'il y a de la chaleur qui rentre par les fuites, ok, vous avez des fuites d'air et vous avez donc de la chaleur qui rentre par ces fuites. Vous pouvez faire ce que vous voulez, par ailleurs. Mettre des super volets roulants, mettre une super isolation et tout ça. Si vous avez de la chaleur qui rentre par les fuites et que vous ne bouchez pas les fuites, la chaleur rentrera par les fuites. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas bougé les fuites, il y a quoi qu'il arrive, la chaleur rentrera. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de l'étanchéité à l'air de votre bâtiment pour qu'il soit confortable. Ça, c'est valable en été comme en hiver, hein, évidemment. Mais c'est évident. Une fuite d'air, c'est une fuite d'air froide en été et c'est une fuite d'air chaude en hiver, pardon, et une fuite d'air chaude en été. Ça sera de l'inconfort. Donc, il faut rendre le bâtiment le plus étanche à l'air possible. Voilà. Donc ça, c'est bon. Limiter les gains. On a limité les gains par les fuites d'air. Ça, c'est fait. Ensuite, il y a la ventilation. Alors, pareil, c'est pas forcément par ordre d'importance, mais je préfère dire les choses les plus logiques avant. C'est la même chose. Si la chaleur rentre par la ventilation, et le principe d'une ventilation, c'est d'extraire l'air intérieur, qui en été est tempéré, et de faire rentrer de l'air extérieur, qui en été est surchauffé. Donc, quoi qu'il arrive, en été, vous êtes en train de faire rentrer de l'air chaud. Donc, c'est pareil, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, isoler, machin. Si vous laissez rentrer de l'air chaud, eh ben, vous laissez rentrer de l'air chaud par la ventilation. C'est une évidence aussi. Alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut couper la ventilation? Alors, je ne pense pas. C'est une mauvaise chose. Déjà, on n'a pas le droit de couper la ventilation. Et deuxièmement, ça risque de générer d'autres problèmes. Alors, effectivement, on n'aura pas forcément des problèmes ici de risque de condensation. En été, les risques de condensation, ils se situent pas vraiment à cet endroit-là. Enfin, c'est pas vraiment l'humidité intérieure qui risque de condenser sur les parois.
On n'aura pas non plus forcément problème de trop de confinement parce qu'on vit plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et enfin, on n'aura pas de problème de particules fines liées au chauffage ou quoi que ce soit parce que, ou risque de monoxyde de carbone parce qu'il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'effectivement, couper la ventilation en été, on peut se dire, ouais, pourquoi pas. Le problème, c'est que si vous n'aérez pas, parce que par exemple, vous avez un épisode de canicule, donc vous allez laisser toutes les ouvertures fermées en permanence, vous allez quand même avoir de l'accumulation de polluants. Au premier lieu, le CO2, hein, quoi qu'il arrive, vous respirez. Je vous le souhaite. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une accumulation de CO2, les odeurs, et puis toutes les autres particules, les composés organévolatiles, les COV, etc. Donc c'est une mauvaise idée de couper la ventilation. En tout cas, je ne vous le conseille pas. Donc là, peut-être que c'est mon ancienne casquette de technico-commercial dans le domaine de la VMC-WFU qui dit ça, mais on va utiliser une VMC-WFU. La VMC-WFU, c'est un système qui nous permet de récupérer, enfin de faire un échange de calories entre l'intérieur et l'extérieur. Donc en gros, le principe est le suivant. Vous aspirez l'air intérieur dans la pièce humide, classiquement, et vous rejetez cet air à l'extérieur. Et vous prenez de l'air à l'extérieur que vous allez souffler dans les pièces dans lesquelles, normalement, vous avez des petites entrées d'air sur vos menuiseries ou sur vos parois. Donc le principe, c'est qu'on aspire l'air dans les pièces humides, on rejette dehors, et on prend l'air extérieur qu'on fait rentrer à l'intérieur par une soufflerie. C'est pour ça qu'on parle de double flux. Il y a un flux d'air rentrant, un flux d'air sortant. Alors là, comme ça, on ne voit pas forcément quel est l'intérêt, mais je vous l'explique dans la slide d'après. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec un système de double flux, on n'a plus aucun percement vers l'extérieur. Tout est géré uniquement par la ventilation. Donc, on n'a plus ces entrées d'air ou ces grilles d'air. Alors, je précise que j'ai mis cette image parce qu'elle était bien faite. La prise d'air, elle est jamais en toiture. On ne fait jamais une prise d'air en toiture. Donc, la prise d'air, elle est en mur, forcément. En toiture, c'est une mauvaise idée. Je vous expliquerai peut-être un jour dans un webinaire pourquoi. La sortie, oui, pas de problème. Mais voilà. J'ai quand même conservé cette image que j'ai trouvée parce qu'elle était plutôt bien faite. Alors maintenant, je viens de dire, OK, on prend de l'air intérieur qu'on rejette dehors et on prend de l'air extérieur qu'on fait rentrer. On peut se dire, en été, on n'a pas réglé le problème, hein. L'air tempéré, on le met dehors et l'air extérieur, on le fait rentrer. Donc, on fait rentrer de l'air chaud. Sauf qu'à l'intérieur d'une VMC-WFU, il y a ce qu'on appelle un échangeur. Alors, un échangeur, ça ressemble à un gros truc comme ça. Une VMC-WFU, c'est gros, hein, c'est la taille d'une machine à laver, hein. D'accord, hein. C'est pas un petit appareil comme vous avez vos VMC simple flux qui font la taille d'un sac à dos, pour ainsi dire. Non, une VMC-WFU, c'est assez gros, hein. C'est plutôt la taille d'une machine à laver, encore une fois. Et donc, dedans, il y a un échangeur à plaques. Alors, un échangeur à plaques, pour expliquer très simplement, imaginez que vous prenez des pailles comme pour boire, d'accord? Vous collez des milliers de pailles les unes avec les autres, elles se touchent toutes, ok? Et ensuite, vous connectez plein de petits tubes à toutes ces pailles. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'une paille sur deux, vous allez faire partir des tuyaux dans un sens, comme ça, et une paille sur deux, vous allez faire partir des tuyaux dans un autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous retrouver avec deux possibilités. Soit il y a de l'air qui arrive par là, qui passe dans certaines pailles, qui ressort par là, soit il y a de l'air qui arrive par là, qui passe dans certaines pailles, qui ressort par là. Vous voyez, vous avez fait deux réseaux, en fait, hein. Alors, vous avez mis plein de petits connecteurs et puis vous avez filtré vos connecteurs. Ce qu'il faut voir à partir de ce moment-là, c'est que si vous soufflez dans un sens, ça ne peut jamais passer par le deuxième schéma. D'accord? Ça passe dans ce sens-là, ça ne peut pas passer dans ce sens-là. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, d'un côté, on va faire passer le flux d'air qui sort et de l'autre côté, on va faire passer le flux d'air qui rentre. Donc ça ne se mélange pas. Hein, on a bien deux flux d'air qui se croisent dans ce machin et ça ne se mélange pas. Et dans ce truc, on appelle ça un échangeur thermique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les pailles qui sont en contact les unes avec les autres, eh ben, elles se touchent et elles laissent passer la chaleur. Et l'échange de chaleur, il faut savoir que c'est quelque chose qui est spontané et instantané. Quand vous touchez une casserole qui est bouillante, vous n'avez rien demandé. Mais pourtant, il y a la chaleur qui vient vous voir et cette chaleur, elle est instantanée. Il faut un dixième de seconde, hein, pour que vous vouliez. Donc, ce qui veut dire que quand vous mettez en contact deux flux d'air qui se croisent dans un échangeur, le but de cet échangeur, d'ailleurs, c'est de maximiser les échanges thermiques. Et bien, naturellement, il y aura des échanges de chaleur. Alors, en hiver, ça fait quoi? Ça fait que le flux d'air qui sort, qui est chaud, il croise le flux d'air froid qui rentre et ça récupère de l'énergie. Souvent, on dit que ça sert à faire des économies d'énergie, le VMC-WFU. Mais maintenant, je vais vous montrer qu'en été, bah, ça fait la même chose, mais pas dans le but de faire des économies d'énergie. Alors, je vous montre. Ça, factuellement, hein, moi, j'ai une VMC-WFU depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans. Et ma VMC-WFU, bah, enfin, comment dire, euh, j'ai un petit panneau de contrôle qui me donne les températures. Donc là, voilà, si je zoome un peu, comme ça on verra mieux. Là, c'est la température d'air neuf. Température d'air neuf, c'est-à-dire c'est la température extérieure. OK? Au même moment, j'ai la température d'air extrait. La température extrait, c'est l'air qui fait chez moi. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, il fait 33 dehors, il fait chaud, et il fait 24 chez moi. Si j'étais en simple flux, je serais en train de faire entrer de l'air à 34, enfin à 33. Voilà, donc, je serais en train de faire entrer de la chaleur, que je vous expliquais juste avant.
Maintenant, moi, vous l'aurez compris, ça va se croiser dans l'échangeur. Donc, ce qui va se passer, c'est que mon flux d'air chaud, il va croiser mon flux d'air frais. Et donc, à ce moment-là, on va dire, oui, mais du coup, on va récupérer de la chaleur. Bah, non, on ne va pas récupérer de la chaleur. Parce que notre air frais qui sort va refroidir naturellement. Ça nous coûte zéro en énergie, hein. C'est tout ce qu'il y a plus naturel, hein. Donc, notre flux d'air extrait va refroidir notre flux d'air qui rentre. Donc, du coup, mon flux d'air qui devait rentrer à 33, il rentre factuellement à 26. Ça, c'est vraiment instantané, hein. J'ai pris les photos, hein. Il y a pas de tricherie, hein. Donc, 26. Ce qui veut dire que chez moi, il faisait 24. Je fais rentrer de l'air à 33 qui finalement arrive à 26. Donc, vous pouvez toujours me dire, oui, mais c'est quand même plus chaud. 26, c'est plus chaud que 24, ça va surchauffer. Oui, mais si j'avais pas ma double flux, l'air serait rentré à 33, hein. Donc, de toute façon, j'aurais surchauffé et bien plus rapidement. Donc, la VMC double flux nous permet un peu de gagner du temps en faisant rentrer de l'air qui est refroidi gratuitement. Par contre, du coup, l'air qui était à l'intérieur, qui était à 24, bah, il est rejeté à 33 à l'extérieur. Alors, faites pas des plus, moi, en disant j'ai gagné tant de calories, tout ça. C'est un peu plus complexe que ça. Il y a des phénomènes que j'évoque pas, encore une fois, liés à la condensation à l'intérieur, etc. Donc, vous l'aurez compris, la ventilation double flux, c'est un bon système pour nous garantir un confort un peu plus amélioré en été aussi. On pense toujours à l'hiver, mais on oublie l'été. L'été, ça marche très bien. Il y a la version grand confort avec PC. Alors PC, c'est puits climatique en réglementation française, mais souvent on utilise le terme puits canadien ou puits provençal. L'idée, c'est quoi? C'est que avant de prendre l'air extérieur, là, voilà, hop là, avant de prendre l'air extérieur, qui est donc à 33, on va passer dans un autre échangeur qui, lui, va récupérer les calories du sol, un peu comme une pompe à chaleur, mais si ce n'est que là, il n'y a pas de fluide dedans, il n'y a pas de phénomène de compression, décompression et d'évaporation et de condensation. On est vraiment sur un pur système d'échangeur à plaques. Donc, en gros, pour faire simple, vous avez un liquide qui passe dans le sol, qui récupère le froid du sol, hein. En été, quand vous allez dans le sol, il fait frais, hein, principe des caves enterrées, hein. Et vous avez donc la chaleur, enfin la fraîcheur du sol qui est récupérée donc avant de souffler de l'air. Donc là, c'est vraiment la version grand luxe, hein. Là, vous pouvez avoir de l'air qui est totalement tempéré, donc très très intéressant. Dans certains cas, même vous pouvez avoir de l'air qui peut être plus frais que l'air extérieur si vous mettez une petite pompe à chaleur, etc. Je ne rentre pas dans les détails, ça ressemble à de la clim quand même. Donc on a limité les gains. On a dit limiter les fuites d'air et limiter la ventilation. Bonus ventilation. Je crois bien l'avoir vu passer à l'instant dans le chat. C'est qu'il y a un système qui peut être intéressant avec la ventilation, ce qu'on appelle le free cooling ou la surventilation nocturne. Pour faire simple, si on regarde un peu l'évolution de la température en France en été, ça ressemble à un truc comme ça, hein. Il fait frais la nuit. Là, le moment où il fait le plus frais, d'ailleurs, c'est le matin, hein. Attention, souvent, on va ouvrir le soir quand on rentre, 6 h, 8 h, on ouvre. Ah, il fait frais, on va ouvrir. Non, là où il fait le plus frais, c'est le matin. Pourquoi? Parce que toute la nuit, le sol s'est refroidi, toute la nuit, l'air s'est refroidi. Donc, quand on arrive tôt le matin, que le soleil ne s'est pas encore levé, eh ben, c'est le moment le plus froid. Donc, vers 4-5 h du matin, c'est le moment où il fait le plus froid. Parce qu'après, le soleil se lève. Voilà. Donc à ce moment-là, il fait frais, puis après, ça monte très haut dans la journée, puis ça redescend le soir. Bon, c'est un cycle, etc. Ce qu'on appelle une canicule, c'est quand la température ne redescend pas vraiment le soir. Justement, qu'on n'arrive pas à redescendre à des températures bonnes. On monte à 35, 36, 40 dans la journée, et on redescend à 30. Donc, pas refroidir. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'à cette époque-là, bah, il fait frais dehors. Donc qu'est-ce que vous faites? Le fameux surventilation nocturne qu'on appelle aussi free cooling, c'est-à-dire que vous allez augmenter la ventilation. Alors le plus simple, c'est d'ouvrir les fenêtres. Voilà, ça coûte rien. Vous ouvrez les fenêtres le matin, vous l'aurez compris, ou très tard la nuit. Donc de minuit à 6 h, vous laissez tout ouvert et vous accélérez ça. Dans les maisons passives, d'ailleurs, on dit souvent qu'il ne faut pas mettre trop de fenêtres au nord parce que ça fait beaucoup de pertes. Oui, mais on en met quoi qu'il arrive. D'ailleurs, on va toujours mettre des fenêtres traversantes pour pouvoir faire de la surventilation nocturne naturelle. Vous ouvrez tout, naturellement, il y a la chaleur qui va s'évacuer. Alors, c'est possible de le faire avec une VMC aussi, hein. Certaines VMC, vous pouvez les configurer pour que la nuit, elles augmentent le débit pour refroidir naturellement la maison. C'est ce que quelqu'un a évoqué dans le chat, il me semble. J'ai cru voir passer. Bon, et on arrive enfin à l'isolation. Enfin, je dis enfin parce que quand on parle de confort thermique, en été, le premier truc dont on parle tout le temps, c'est le déphasage. Déphasage, déphasage, l'isolation et le déphasage. Ce que je vais vous montrer là, c'est qu'avant de vous poser la question du choix de votre isolant, il y a un paquet de taf à faire avant. Et le taf, voilà, il y avait tout ça à faire avant. Voilà. Parce que, encore une fois, vous pouvez avoir un meilleur isolant. Si vous avez des fuites d'air, la chaleur va rentrer. Si vous n'avez pas géré votre ventilation, la chaleur va rentrer. Vous pouvez avoir un isolant avec un déphasage de 20 heures.
J'entends des fois des gens qui veulent des déphasages extraordinaires. Si vous n'avez pas mis de volet roulant extérieur, la chaleur va rentrer. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais remettre vraiment l'église au centre du village et remettre les évidences comme des évidences qu'on a un petit peu oubliées. Si vous cuisinez toute la journée chez vous en plein été, vous allez surchauffer, quel que soit votre isolant. Donc, maintenant, on arrive à l'isolant. Alors, isoler les parois. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Alors, grande maison, certes, mais j'ai pris une toiture non isolée de 200 mètres carrés. Alors, 200 mètres carrés, hein, c'est pas forcément une maison de 200 mètres carrés, hein, parce qu'une toiture, vous connaissez Pythagore, hein, la toiture est plus grande que la maison. Donc, une toiture non isolée. Donc, ici, vraiment, ouais, tuiles, vous avez litho, chevron. J'ai pas mis le lambris, mais vous mettez un lambris, un BA13 en finition. Voilà. Donc, ça fait un U, pour ceux qui connaissent, d'environ 3,6 watts par mètre carré Kelvin. Alors, le U, c'est l'indicateur qui nous donne la performance d'un bâtiment. Alors, vous connaissez peut-être le lambda, enfin, d'une paroi, pardon. Vous connaissez peut-être le lambda, vous connaissez peut-être la résistance thermique. En fait, tout ça est lié, hein. Le U se calcule à partir de la résistance thermique, qui elle-même se calcule à partir du lambda. Là, on n'est pas court sur la thermique, donc je vous ai mis directement le U. Donc 3,6 watts par mètre carré Kelvin, ça veut dire quoi? C'est très clair en fait ce que ça veut dire, hein, cette info. C'est-à-dire que par mètre carré de surface, ici 200, et par Kelvin, alors Kelvin, c'est une unité de température. On peut faire simple, degrés Celsius. Transformé par degrés Celsius, ça ne change rien. Donc ça veut dire que là, par mètre carré de surface et par 1 degré Celsius de différence, on va avoir 3,6 watts de puissance qui va passer. Donc ça veut dire que ici, si la température extérieure est 35 et que chez moi il fait 20, j'ai 15 degrés de différence, hein, 35 à 20, 20 à 35, ça fait 15 degrés, hein, et j'ai 200 mètres carrés. Donc je peux faire un calcul simple, 3,6 fois 200 fois 15. Et si vous faites ça, ça fait 10 800 watts. 10 800 watts. Ça veut dire 11, j'allais dire un gros mot, de radiateurs en permanence qui fonctionnent. Une toiture non isolée de 200 mètres carrés, ça veut dire qu'en instantané, c'est comme si vous aviez 11 radiateurs qui chauffent chez vous. Voilà. Donc voilà ce que c'est que la puissance ici, la chaleur qui cherche à rentrer. Attention, là en plus on parle que de la conduction, c'est-à-dire le fait qu'il fasse chaud à l'extérieur et qu'il fasse frais à l'intérieur. J'aborde même pas le sujet du rayonnement solaire, ou plutôt je le précise, le rayonnement solaire, vous pouvez rajouter 1500 watts par mètre carré de surface. Alors attention, là c'est un peu plus compliqué parce que c'est 1500 watts qui vont venir taper votre toiture. Il y a une partie qui va s'évacuer par ventilation, etc. Ventilation de la toiture, hein. Mais bon, bref, ça se cumule encore. Donc là, les 11 000 watts, c'est déjà sous-estimé, hein. Donc maintenant, on revient à nos 11 000 watts. Qu'est-ce qui se passe si j'isole la toiture? Alors ça, c'est l'isolation de la toiture, de ma toiture. Alors, vous voyez, c'est ma maison. Là, moi, je suis sous les combles, là, pour le coup. Enfin, je suis sous un rampant, là. Et ça, c'est la toiture telle que je l'ai isolée chez moi. Pour faire simple, vous avez 80 mm de fibre de bois rigide à l'extérieur, 240 mm de fibre de bois flexible dans la retombée de chevron, et de nouveau 80 mm de fibre de bois à l'intérieur. Ça, je l'ai fait entre 2007 et 2010. D'ailleurs, ceux qui ont lisé la maison écologique à l'époque, donc il y a 20 ans à peu près, hein, bah vous l'aurez vu dans la revue, parce que je l'ai documenté, j'ai fait plusieurs articles là-dessus, hein. Donc voilà comment j'ai isolé ma toiture il y a une vingtaine d'années. Autant vous dire qu'il y a 20 ans, quand j'ai fait ça, c'était un R de 10 en toiture, hein, pour vous donner une idée. Les gens m'ont pris pour un fou. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Arrête de dépenser ton argent, isole-moi, ça sert à rien. Je rappelle, hein, c'était il y a une vingtaine d'années, donc on n'avait pas les mêmes approches qu'aujourd'hui. Bon, pour faire simple, je refais le même calcul, hein, je reprends les mêmes conditions, dont 200 watts, etc. Avec un R de 10, le U qui traverse ma paroi, il est plus que de 0,10. Tout à l'heure, on était à 3,6 watts. Là, on est à 0,10 watts. Ça veut dire qu'il y a combien de puissance qui traverse désormais ma toiture? 300 watts. En gros, un ordinateur et une lampe LED allumée, plus voilà, la box, quoi. Donc, box, ordinateur et une lampe allumée. Voilà la puissance. Donc, vous voyez que là, on est de l'ordre du négligeable, hein. Hein, c'est vraiment négligeable. Comparer 11 000 watts à 300 watts, vous aurez compris qu'il faut isoler. Voilà. Si vous isolez pas, eh ben, vous aurez de la chaleur qui va passer. Et ça, c'est important de comprendre que le plus important, c'est de bien isoler, de beaucoup isoler. Parce que si vous isolez beaucoup, la notion de déphasage, que je vais enfin évoquer juste après, elle devient secondaire. Parce que s'il y a très, très, très peu d'énergie qui traverse votre paroi, que ça traverse en instantané ou que ça traverse au bout de 12 heures, on s'en fout un petit peu. Alors, sachant que de toute façon, quand vous isolez, ça va créer du déphasage. De toute façon. Ici, moi, le déphasage, je ne l'ai pas mis, mais il est gigantesque. Il est plusieurs dizaines d'heures aussi. Mais je m'en fous, parce que de toute façon, il y a trop peu de puissance qui passe. Alors, j'arrive enfin au déphasage, le fameux. Alors, il nous reste
deux critères à voir à peu près. Donc, le fameux déphasage. Alors, j'entends toujours parler parce que c'est un fort argumentaire qui est mis en avant dans le domaine des écomatériaux, parce qu'effectivement, il y a une grande catégorie, pas mal d'écomatériaux qui ont plutôt un déphasage intéressant. Alors, le déphasage, c'est le résultat d'un calcul. D'ailleurs, c'est un calcul simplifié parce que la notion de déphasage est quelque chose de plutôt dynamique à la base, étant donné que si vous prenez un instantané, il fait 20 dedans, il fait 40 dehors, je vais calculer le déphasage. Là, vous partez avec la paroi qui a une certaine température. Imaginons que votre paroi elle soit à 20 degrés. Au bout de X heures, votre isolant, il a de la chaleur à l'intérieur. Je veux dire qu'en instantané, de nouveau, 20 à l'intérieur, 40 à l'extérieur, certes, mais mon complexe d'isolant, il n'est plus à 20, il est à 40. Donc le déphasage n'est plus le même. Donc la notion de déphasage elle est beaucoup plus complexe que ce que souvent elle est annoncée. C'est en fait quelque chose qui est dynamique. Mais surtout, c'est le résultat d'un calcul, le déphasage. Et ça fait intervenir une valeur qu'on appelle la diffusivité. Alors, la diffusivité, c'est un indicateur un peu comme la résistance thermique, etc. Je ne vous donne pas le calcul ici parce que, et je ne vous donne pas les ordres de grandeur parce que ça va vous casser la tête, mais retenez qu'il faut des matériaux à faible diffusivité. Si un matériau a une faible diffusivité, il a un fort déphasage. Et pour simplifier encore, pour qu'un matériau ait un fort déphasage, eh ben, il faut deux choses. Il faut qu'il isole et qu'il soit lourd. Une grosse masse volumique, on va simplifier, il faut qu'il soit lourd. Donc, isolant et lourd. Attention, il faut bien les deux. C'est pour ça que si on s'intéresse qu'au polyuréthane, par exemple, qui a un très bon isolant, eh ben, il n'est pas lourd du tout. Donc, ce n'est pas un bon déphasage. À l'inverse, si on s'intéresse à la pierre, c'est très très lourd, mais c'est pas du tout isolant. Donc, ce n'est pas un bon déphasage. Le bon déphasage, c'est un matériau qui est isolant et lourd. Et c'est là où on va retrouver les laines de bois, les fibres de bois, la ouate de cellulose, etc. Voilà, qui sont des matériaux isolants et lourds. Et le principe du déphasage, c'est donc à peu près ça. Là, si vous avez une paroi qui n'est pas très bien isolée, la courbe foncée, c'est la courbe extérieure. Ouais, donc on descend la nuit, on remonte, on descend, on remonte. Hein, ouais, c'est sur plusieurs jours. Hein, ok. Et ça, c'est la courbe de température intérieure. Si on est mal isolé, alors on voit que la totalité de la chaleur ne passe pas. On a ce qu'on appelle un amortissement. L'amortissement, c'est le fait qu'il fait pas la même température à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Vous avez quand même vos parois qui vont jouer. Hein. Et on voit que quand il fait très très chaud à l'extérieur, et ben, pas longtemps après, il fait très très chaud à l'intérieur. C'est ça la notion de déphasage. Et quand on isole fortement un bâtiment, et ben, ce qu'il faut voir, c'est que quand on isole, hop là, il va se passer ça. Il y aura un double effet, c'est-à-dire amortissement et déphasage. L'amortissement, c'est ce que je vous expliquais juste avant. C'est que si on isole bien, il y a peu d'énergie qui va passer. Et là, vous le voyez bien, hein, il fait très chaud et vous voyez qu'à l'intérieur, il fait beaucoup moins chaud. Tout simplement parce qu'il y a peu d'énergie qui a traversé encore. Voilà. Donc, premier point, c'est vraiment beaucoup isolé, c'est fondamental. Et ensuite, beaucoup isolé avec les bons matériaux. C'est possible avec du déphasage. Vous aurez remarqué que les miens, fibres de bois, laine de bois, c'est très bien, c'est très très bon. Et donc dans ce cas-là, vous voyez que j'ai un phénomène où j'ai très peu de chaleur qui passe, et surtout quand le front de chaleur, quand la chaleur va traverser ma paroi pour aller à l'intérieur, eh ben c'était le matin. Et si c'est le matin, eh ben je peux ventiler, comme je vous expliquais, la surventilation nocturne. Donc en gros, j'ai pas de chaleur qui va pénétrer mon bâtiment. Voilà. Donc c'est ça le principe du déphasage. Le déphasage, c'est très important, mais c'est pas le plus important, pas du tout. Il y a plein de choses que j'évoquais avant qui sont plus importantes encore. Et j'insistais là-dessus. Allez, j'ai encore deux, trois critères et après on a fini, ça va aller vite. Un critère qui est super important, largement sous-estimé, qui est la notion de l'inertie, par exemple. Alors attention, l'inertie, ça veut dire quoi l'inertie? Je vais vous mettre des schémas pour comprendre, c'est très simple. Un matériau qui a une forte inertie, c'est un matériau qui va être capable d'emmagasiner beaucoup d'énergie et de stocker cette énergie et ensuite de donner cette énergie. Donc, on va parler, par exemple, ouais, vous générez de la chaleur, ça emmagasiné dans le mur, une fois que la chaleur est coupée, ça rend l'énergie. Mais l'image qui est la plus parlante, qui vient aussi d'un autre livre de chez Terre Vivante, la conception climatique, là, c'est ce principe-là. Imaginez, ça, c'est votre matériau. Donc, par exemple, imaginez un sol assez lourd. Vous avez, par exemple, un sol en tomate, ok, sur une dalle chaude. Bah, ce qu'il faut voir, c'est que ça a beaucoup d'énergie. Ça veut dire que, pour faire très simple, vous pouvez stocker beaucoup d'énergie dedans, alors d'énergie de chaleur en hiver, mais aussi d'énergie de froid. Alors, ce n'est pas de l'énergie, mais si votre sol il est très froid, vous l'aurez compris qu'il aura beaucoup stocké de froid. Et il aura mis longtemps à stocker ce froid. Et ce qu'il faut voir, c'est que le principe de l'inertie, c'est d'agir un peu comme un tampon. C'est-à-dire, vu que c'est des matériaux qui mettent longtemps à chauffer et longtemps à refroidir, quand il y a beaucoup d'apport solaire, ben, ce qu'il faut voir, c'est qu'eux, ils vont assez peu chauffer. En gros, quand le soleil va taper le sol, eh ben, vous n'allez pas tout de suite avoir un phénomène de surchauffe parce que la chaleur va d'abord être piégée
dans le sol. C'est ce qu'on fait en hiver. En hiver, c'est ce qu'on veut. En fait, on veut que le soleil tape le sol, comme ça charge notre sol en énergie. Et à côté de ça, il y a assez peu d'énergie qui est distribuée. Mais la nuit, quand il n'y a plus de chaleur qui est amenée, eh ben, le sol, lui, continue à donner de l'énergie. Donc ça, c'est le principe de l'inertie. Stocker de l'énergie dans un élément pour qu'après, ça nous restitue. Ben, c'est la même chose avec le froid. Ça veut dire que si vous avez un bâtiment avec beaucoup d'inertie et que vous avez tout fait pour pas que la chaleur rentre, eh ben, tous les matériaux à forte inertie chez vous vont rester frais. Et vu qu'ils vont rester frais, eh ben, ils vont rayonner du frais. Et je vous avais dit un premier truc que je vous ai dit d'ailleurs sur le confort thermique, c'est qu'il y a la température des parois qui compte. Si vos parois ou vos sols sont frais, et ben du coup, vous aurez un sentiment de confort. Donc l'inertie, c'est très important. Et attention de ne pas vouloir tout faire. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais moi j'ai mis tel isolant parce qu'il a l'inertie. On s'en fout que l'isolant ait l'inertie. L'isolant se fait pour isoler. L'inertie, c'est après, c'est les finitions. Donc les finitions de sol, etc. Alors, j'ai hiérarchisé un peu l'importance de l'inertie. L'inertie, le mieux, c'est de en avoir au sol. Donc le sol, y compris les planchers intermédiaires. Donc plancher bas et plancher intermédiaire. Si vous avez la possibilité de faire des planchers intermédiaires en béton ou avec de la tomette, du carrelage, etc., des plaques de sol fermacelles sur lesquelles vous allez coller du travertin, ce que vous voulez, vous allez amener de l'inertie. Donc le sol. Ensuite, les cloisons intérieures, on oublie, mais les cloisons intérieures, en briques de terre crue, par exemple, en briques de terre cuite, en parpaing rempli de sable que vous allez après réenduire avec du plâtre pour des approches low-tech et pas chères, ben, ça marche très bien. Donc, pensez à mettre de l'inertie dans vos planchers intermédiaires, dans vos sols et dans vos murs intérieurs, avant de vouloir les mettre dans l'isolant. Ceux qui prennent de l'isolant pour qu'il y ait l'inertie, on s'en fout qu'il y ait l'inertie dans l'isolant. On ne veut pas, on veut l'inertie dans le bâtiment. Ensuite, il y a le plancher intermédiaire, je vous disais. Ensuite, dans les parois extérieures, attention, hein, comprenez-moi bien, on parle des parois extérieures de la maison, et je ne parle pas à l'extérieur. Je parle bien des parements intérieurs des parois extérieures. Et enfin, en toiture. La toiture, c'est un peu moins intéressant pour tout un tas de raisons, parce qu'en hiver, le rayonnement, par exemple, ne va pas taper vos plafonds, il va taper le sol. Donc l'inertie. L'inertie, c'est fondamental. Voilà, c'est vraiment un point très, très important. Allez, autre piste à explorer, que là, je laisse je lance juste des perches comme ça. Vous irez vous renseigner par ailleurs. Il y a des trucs extrêmement techniques qu'on appelle les matériaux à changement de phase. Alors, changement de phase, c'est quand vous passez d'un état solide à un état liquide, d'un état liquide à un état gazeux, etc. Vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous changez de phase, eh ben, il y a forcément besoin de prendre de l'énergie ou rendre l'énergie. Quand vous voulez faire évaporer de l'eau, vous la chauffez. Voilà. Quand votre glaçon il fond dans votre verre, bah, ça refroidit. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont assez évidentes. Et dans une pompe à chaleur, c'est ce qu'on va chercher à faire. Dans une VMC double fût, c'est ce qui se passe aussi. Et ben, il existe des matériaux à changement de phase, mais des matériaux de finition. Donc c'est très technique, c'est très technologique, hein. Vous avez en fait des plaques de plâtre qui ont à l'intérieur des petits matériaux qui vont changer de phase. Alors ça ne veut pas dire que votre mur il va couler, hein, mais ça veut dire qu'à l'intérieur il se passe ce phénomène qui fait qu'à un moment donné, eh ben, ça va prendre de l'énergie par changement de phase. Pour rendre de l'énergie par changement de phase, ça va jouer sur le confort. On a la même chose en approche extrêmement naturelle, biosourcée, c'est certains matériaux comme la terre, le chaud-chanvre qui ont aussi ces phénomènes-là. Alors, des phénomènes plus compliqués, d'évapotranspiration, c'est-à-dire que ça va capter une partie de l'humidité, donc ça veut dire capter une partie de la chaleur, etc. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est des phénomènes où on pourrait en parler pendant des heures, mais sachez que effectivement, la terre, la chaux, le brique de chanvre, le bois, dans une certaine mesure, mais beaucoup moins, ont ces phénomènes-là qui peuvent être très intéressants. Donc ça, c'est des pistes à explorer, mais un peu plus, ce dernier en dernier recours, quoi. Bon, dernier truc, j'ai fini. Favoriser les méthodes low-tech. Par exemple, pour le confort, le fameux brasseur d'air. Voilà. On a vu ça dans tous les films de cow-boy. Et bah, ça marche super bien. Donc, vraiment, le brasseur d'air, c'était pour moi le truc. J'en ai un juste au-dessus de moi, là, vous ne le voyez pas. C'est vraiment un truc qui, en été comme en hiver, va bien fonctionner. En hiver, pourquoi? Parce que moi, par exemple, je me chauffe au bois. Donc, j'ai tendance à avoir la chaleur qui monte ici. Moi, je vous dis, je suis tout fait étage, j'ai deux niveaux chez moi. Enfin, rez-de-chaussée, étage intermédiaire, je suis sur une mezzanine, là. La chaleur a tendance à monter. Si je mets mon brasseur d'air, hop là, ça fait redescendre la chaleur. Donc en hiver, ça me permet de chauffer gratuitement mon R+1, vu que la chaleur va redescendre dans les chambres. Et en été, bah, c'est génial. Ma télécommande là, dès qu'il fait un peu trop chaud ou quoi que ce soit, je mets le brasseur d'air. Donc brasseur d'air, méthode low-tech, ça consomme quasiment rien et c'est génial. Ensuite, les petites techniques qu'on connaît un peu, hein, le linge mouillé avec un ventilateur devant, comme ça force l'eau à s'évaporer, donc à prendre de la chaleur qui se retrouve sous forme de vapeur. C'est des méthodes de tech, mais qui fonctionnent plutôt très bien. Donc, pensez-y aussi. Et enfin, bah, faites comme tous les gens du Sud, et pas que du Sud. En plein été, quand il fait trop chaud, bah, vous allez dehors.
Vous allez dehors et vous allez autour des fontaines, quand il y avait des fontaines. Vous avez tous cette image un peu d'Épinal, des petits vieux dans le sud qui sont sur leur bord, leur banc dehors en pleine journée et qui commentent un peu tout ce qui se passe entre eux. Et ben, c'est une raison de confort d'été, simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et en plus, si là-dessus vous rajoutez un petit Ricard, alors, avec modération évidemment, ça peut aussi être fort sympathique. Donc voilà pour l'approche low-tech. Allez, j'ai fini sur tout ce que je vais vous dire. Je peux répondre à une question, ça a pris un peu plus de temps que prévu, j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'espère que vous a intéressé, mais c'est parti. Fanny, si tu as pris quelques Oui, questions, je veux bien oui, répondre. j'ai quelques questions Ah ben et c'est n'hésitez parti. pas si vous n'avez pas posé vos questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il y a quelqu'un qui demandait si tu avais des conseils de marque de VMC. On me parle de la marque Milan. Nous, je sais que chez Kenzai, on est revendeur de la marque Zender. Je ne sais pas si tu as un avis ou des conseils Alors, sur le sujet. Alors, si j'en ai, alors, j'en ai un et puis deux, on va dire. Premier conseil, vous prenez un produit qui est certifié PHI. PHI, c'est Passif House Institute. Donc, PHI, enfin, le Passif House Institute, c'est une association allemande qui certifie les bâtiments selon le standard passif. Et ils ont une méthode de certification des matériaux et des équipements. Et toutes les VMC certifiées PHI, elles sont de très, très bonne qualité. Donc, pour faire simple, maintenant, si je devais vous en conseiller, alors il y a la marque Nilan qui a été proposée. Alors, Nilan, c'est une très bonne marque, elle est certifiée PHI. Ils sont surtout spécialisés sur les systèmes 4 en 1, donc des VMC double flux dits thermodynamiques, donc avec des échangeurs où c'est des petites pompes à chaleur dedans. Donc, Nilan, c'est plutôt très bien oui, c'est une bonne marque. Moi, si je devais vous en conseiller, je vous en conseillerais trois. Nilan, hein, je conseille, hein, mais voilà. Mais j'en ai trois quand même que je conseillerais avant. Donc déjà, il y a Zender, distribué par Kenzai. Moi, c'est une Zender chez moi parce que c'était un très bon rapport qualité-prix et surtout, ils ont un gros réseau en France. Donc ça veut dire il y a du stock chez Kenzai, ils stockent. Hein. Donc il y a du stock, il y a du conseil, il y a des installateurs et tout ça. Il y a Brink. Brink, c'est vraiment le jumeau de Zender. Pour avoir eu l'occasion de visiter les usines en Hollande, euh, Brink et Zender, ils sont à 100 mètres les uns des autres, quoi. Donc, à l'origine, c'était la même marque. Maintenant, c'est deux marques différentes, mais c'est deux marques de très bonne qualité. Donc, Brink et Zender, elles sont toutes les deux certifiées PHI. Et enfin, Aldes. Aldes, c'est un fabricant lyonnais de VMC, fabricant français, du coup. Vu que je suis lyonnais, je dis lyonnais, mais voilà. Ils ont aussi une gamme certifiée PHI. Et vu que c'est une marque française, bon, bah, allons-y, quoi. Hein. Après, Zender et Nilan, enfin, Zender, Nilan et Brink sont spécialisés dans la double flux, vraiment. Alors que Eldas fait aussi de la simple flux. Mais ils ont quelques produits en double flux, la Inspire Air, normalement, notamment, qui marche plutôt très bien. Donc voilà. Et chez Nilan, pour citer, il y a la Compact P, mais qui est un système très particulier, 4 en 1, plutôt pour les maisons passives. Mais voilà. Donc Nilan, oui. Zender, pas de problème. Vous pouvez aller chez Kenzai. Moi, j'ai une Zender. Voilà. Et Brink et Aldes pour mes conseils. Question suivante. Oui, Deux. on me Suivante. demande aussi, ça a posé deux, trois questions quand tu as parlé du fait qu'on ne mettait pas l'entrée d'air neuf de la VMC sur la toiture. Ça avait questionné quelqu'un. Quelqu'un d'autre lui a répondu que c'était certainement dû à la chaleur des cheminées ou à la chaleur que peut atteindre les toitures l'été. Du Il coup, y a c'est plein pour de ça qu'on raisons. fait Si cette ça vous info. intéresse, on fera un webinaire entier sur la VMC double flux. Mais pour faire simple, déjà, prise d'air en toiture, c'est que vous habitez pas en montagne. Vous habitez en montagne, il y a de la neige. Et quand vous essayez de prendre de l'air sur une toit qui est avec la prise d'air qui est recouverte de neige, bah, vous n'allez pas prendre de l'air. Vous allez soit rien prendre, soit prendre de l'eau. Donc c'est déjà une mauvaise idée. Donc déjà, il y a le problème de la neige, il y a le problème effectivement des cheminées, vous allez attirer les particules fines, il y a le problème de la pollution qui est sur les toits, donc par exemple les pollens, donc vous allez aspirer les polluants, le problème de surchauffe en été, vos tuiles surchauffent. Donc en fait, si moi je suis menuisier charpentier, j'ai posé de la tuile en été. Si vous posez de la tuile en été, vous savez que vos genoux, ils s'en sortent pas, quoi. Voilà. Si vous posez le genou sur la tuile, vous vous brûlez. Et ben, imaginez une toiture qui chauffe, vous prenez l'air qui est juste au-dessus de la toiture, c'est pas malin. L'air est beaucoup plus chaud que si vous prenez un mur ombragé, par exemple. Donc, il y a plein de raisons à cela, mais oui, effectivement, les cheminées en font partie. Question suivante. Merci. Oui, on me demande aussi le coût moyen d'une installation d'un brasseur d'air fourni posé et s'il y a une hauteur minimale pour pouvoir en installer un. Alors, hauteur minimale, oui, celle où vous ne le prenez pas dans le front. Voilà, on va dire ça. Après, il y a tous les prix. Il y a absolument tous les prix. Techniquement, il n'y a rien à faire. Hein. C'est vous fixez trois trucs. Généralement, c'est comment dire. Ouais, je vais pas retrouver le terme, mais ça stabilise automatiquement. Il n'y a pas l'équilibrage à faire pour éviter qu'il tourne sur lui-même. C'est plutôt bien foutu. Ça coûte pas très cher. Il y aura tous les prix. Mais je veux dire,
allez, à 150 euros, je pense que vous en avez fourni installé. Il ne faudrait pas que ça dépasse 500 balles, je pense. Mais voilà, j'ai pas les prix en tête. Moi, je l'ai installé moi-même, évidemment. Donc voilà, on va dire de 150 à 500 balles. 150 si vous l'achetez vous-même, 500 balles si vous le faites installer, j'imagine. Mais j'ai pas les notions de prix comme ça. Mais c'est pas cher, un brasseur d'air, hein. C'est pas cher. Donc voilà. Question On me demande suivante. également s'il y a une différence de coût importante entre la laine de verre et la ouate de cellulose à souffler, j'imagine en Alors, comble du coup. Alors, fallait venir dans le dernier webinaire, on l'avait évoqué. S'il y a bien un domaine où il n'y a pas de différence de prix, c'est celui-là. C'est-à-dire le soufflage en comble perdu. Si vous soufflez de la laine de verre ou de la laine de roche, ou si vous soufflez l'équivalent biosourcé en ouate de cellulose, il n'y a quasiment aucune différence de coût en termes de coût d'achat et de coût de mise en œuvre. Donc, c'est vraiment un domaine où c'est le seul moment où les écomatériaux rivalisent en termes de prix. Donc, il n'y a pas de différence de prix. Ou elle est anecdotique. C'est pas fondamental. Et j'ai une toute dernière question avec un cas assez précis d'une personne qui explique que son salon est directement sous les rampants. Donc, Mhm. j'imagine qu'il y a des soucis de chaleur en été. Il y a une isolation par l'extérieur avec 4 cm de laine de bois recouvert par une membrane et puis la toiture. Et en intérieur, c'est fini avec des planches au plafond. Et la personne demande si elle peut remettre de la laine de bois en intérieur avec un frein vapeur ou si il faut plutôt se tourner vers un autre matériau du fait de l'isolation qui est déjà présente en extérieur. Alors là, c'est un cas particulier, il faudrait faire un petit Mm. croquis et tout ça, mais globalement, alors s'il y a de la fibre de bois rigide en extérieur, il y a une notion de membrane qui a été évoquée, donc il faudrait voir si on parle du pare-pluie ou du frein de vapeur. Il y a déjà un frein de vapeur posé. Bon, je trouve ça surprenant pour 4 cm, quelqu'un ait posé un frein de vapeur, parce que 4 cm, c'est très peu, donc ça me laisse suggérer que soit ça a été fait comme ça, sans trop savoir, soit ça a été fait il y a longtemps. Euh, donc j'aurais tendance à dire, si c'est un pare-pluie extérieur de la fibre de bois, on peut, non pas de frein de vapeur, ok. Donc oui, faudrait regarder, attention, hein, là, c'est pas une préconisation, c'est un principe général. Oui, on peut toujours réisoler par l'intérieur, surtout si c'est de la fibre de bois à l'extérieur, parce que vu que c'est perméable à la vapeur d'eau, on a à peu près toute amplitude pour faire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc oui, on peut réisoler, et il faut réisoler parce que 4 cm en résistance thermique, c'est très faible. Je vous ai dit, hein, plus on a une résistance thermique importante, plus l'amortissement sera important, et du coup, le déphasage sera aussi important. Donc de fait, oui, il faut isoler par l'intérieur en mettant un frein de vapeur, hein, ce coup-ci. Donc c'est possible. Il faut se rapprocher d'un professionnel ou de Kenzai, ils renseigneront. Mais oui, c'est comme ça. Recommandation basique, je dirais oui, c'est possible. Parfait. Il y a une dernière question qui vient de tomber. Est-ce que vous conseillez des pare-vapeurs HPV réfléchissants? Alors attention, là, si c'est un pare-vapeur, ça peut pas être HPV. HPV, ça veut dire hautement perméable à la vapeur. Donc là, je pense que c'est plutôt un pare-pluie. Donc pare-pluie HPV réfléchissant. Comme à l'époque, il y avait le Delta Energy, c'était Dorken qui faisait ça. Oui, ça peut être une bonne solution en complément. Mais je suis assez embêté par rapport à ça parce que, pour faire simple, l'idée du pare-pluie réfléchissant, c'est quelque chose que j'ai souvent mis en avant quand on faisait des rénovations moyennes et qu'on n'avait pas trop. Oui, mais j'avais corrigé, je m'en doutais, je vois dans le chat là. Euh, Quand on n'avait pas trop moyen de faire une très forte isolation pour l'histoire de hauteur sous plafond et tout ça, c'était un complément qu'on pouvait mettre. C'est hautement perméable à la vapeur d'eau, donc on n'a pas de risque de condensation, et c'est par pluie, donc ça protège l'eau, et ça permet de réfléchir à une certaine quantité de chaleur. Je trouvais ça intéressant. Pourquoi là je minore mon propos? Tout simplement parce que les gros fabricants de ces produits-là, par exemple Dorken ou Delta, pour ceux qui connaissent les produits Delta, les charpentiers connaissent bien, ils en avaient un il y a longtemps et ils l'ont plus dans la gamme. Il y a un autre fabricant français qui s'appelle Salola, ils en avaient un, ils l'ont plus. Et je me rends compte que les industriels n'ont plus ces produits dans leur gamme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des problèmes avec? Est-ce que ça veut dire que ça ne se vendait pas? Donc, la logique économique fait que tout simplement ça disparaît du référencement. Je ne sais pas trop. Ça demande à fouiller. Sur le principe, moi, je trouve ça bien. Après, dans les faits, voilà, il y a moins en moins de produits disponibles. Je me questionne de pourquoi. Ah, pour moi, c'est peut-être simplement une logique de marché, hein. C'est-à-dire, quand ça ne se vend pas, voilà, les gens, enfin les industriels arrêtent de le fabriquer, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Donc voilà. Je survole rapidement les questions, mais enfin, On est-ce a que j'ai tout répondu à abordé. tout? Il y a juste une petite question, mais il me semble que tu as peut-être déjà répondu. Est-ce que le brasseur d'air fonctionne aussi dans l'autre sens, donc en hiver, pour réduire la vitesse de l'air? Alors non, ça va pas réduire la vitesse de l'air. Le brasseur d'air, ça va augmenter la vitesse de l'air, mais le principe, c'est que si vous chauffez sur l'air, donc par exemple les systèmes convecteurs électriques, les systèmes pack air, les gainables et tout ça, ou les poêles à bois,
vous chauffez pas mal l'air, donc du coup, vous allez avoir cette masse d'air chaud qui va monter. Si bah, déjà, avoir la chaleur qui est à 2,50 m sous plafond, alors que vous ne faites pas 2,50 m de haut, c'est un peu dommage. Et puis encore plus, si vous avez un comble, où là, la chaleur va vraiment être au fêtage. Voilà, moi, mon fêtage, là, il est à plus de 7 mètres par rapport à mon rez-de-chaussée. Donc, quand la chaleur elle est à 7 mètres, alors que les gens sont au rez-de-chaussée ou dans les chambres, il n'y a pas grand intérêt. Le brasseur d'air aura ça comme intérêt de faire redescendre cette masse d'air chaude. On parle dans ce cas plutôt de déstratificateur. La stratification, c'est le fait que quand vous avez l'air qui est plus ou moins chaud, vous avez vraiment des strates de température. Vous regardez la température au sol, puis vous montez tous les 30 cm, ben vous verrez que la température elle monte, vous pouvez faire des strates de chaleur. Et c'est en haut qui fait le plus chaud. Et donc, le brasseur d'air, en hiver, on parle plutôt de déstratification. Ça va comme phénomène de faire redescendre cette masse d'air chaude. Et ça va un peu homogénéiser tout ça. Et du coup, ça va permettre de gagner en confort, parce que l'air chaud va redescendre. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit à notre niveau, pas au niveau de la toiture, quoi. Donc, euh, donc voilà. Il y a d'autres phénomènes que je n'ai pas évoqués aussi, hein. On aurait pu parler de la surventilation de la toiture, etc. Mais je me suis limité à quelques-uns. Vous avez vu que ça a déjà duré 1 heure, hein. Donc voilà, on a fait simple. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi, j'ai Je plus rien regarde, noté. ouais, je regarde certaines. Il y en a qui ont fait des affirmations, mais ouais, je suis assez d'accord sur les phénomènes d'évapotranspiration. Là, l'enthalpie, oui, c'est exactement ça. Donc, je regarde juste 2 secondes parce qu'il y en a, c'est pas des questions. Donc, ouais, voilà, Brasseur d'air, on en a parlé, hein, voilà, donc ça, c'était la question. Ok, ça marche. Bon, je n'ai pas le temps de tout dire, mais. Plus de questions? C'est bon pour tout le monde? Écoute, je pense que ça a l'air pas mal. On va pouvoir s'arrêter là. Eh bien, merci à Merci à tous. toutes les personnes présentes. Merci à toi, Julien. Et puis, comme d'habitude, on vous transmettra le lien du replay quand il sera disponible pour pouvoir le revisionner ou l'envoyer à quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous connaissez. Et puis, on vous tient au courant assez rapidement par mail pour potentiellement les prochaines dates de webinaire et les prochains sujets. Tout à fait. Merci à vous. Bonne fin de Merci journée à à tout le monde. tous.